Burundais ne le savent pas. I think it's very important to Africain dans un contexte européen. Intéressant. C'est un heureux privilège pour moi de vous savoir ici présent. L'enfant africain face à l'éducation occidentale. Tel est le débat de ce soir. Un tel thème suppose un réel intérêt qu'on porte sur les questions d'éducation et surtout de l'enfant. Durant les 2 heures prévues, nous allons tenter de partager nos expériences. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le panéliste de ce soir. Monsieur Calvin Jouari, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes enseignant et écrivain, vous vivez à Paris. Entre 2005 et 2006, vous avez été enseignant à l'ISF à Dakar, l'École supérieure de management. Vous avez été aussi administrateur général d'un groupe de 12 établissements à vocation française en Mauritanie. Avant d'être directeur des études chargé de la qualité des services d'Africa Consulting à Casablanca. Vous interviendrez ce soir sur les femmes africaines vivant en Occident. Ont-elles réussi à transmettre leurs valeurs d'origine à leurs enfants? Je vous laisse la parole, monsieur Jouari. Lorsque je venais de Paris, je ne suis pas venu avec des fleurs. Et si j'étais venu avec ces fleurs, je ne vous les aurais pas données parce que vous-même déjà, vous êtes les plus belles fleurs que l'Afrique offre à la Suisse. Quand une conférence ne concerne pas la politique, c'est que c'est une chose sérieuse. J'ai pour habitude de débattre avec un peu d'humour. Parce que la conférence est un divertissement de l'esprit pur. Ce soir, je n'oserai pas. Parce que je ne connais pas l'auditoire. Philosophe et historien français pense que la famille n'est plus considérée comme une institution. C'est-à-dire qu'elle n'est plus pérenne en termes de valeur. On va peut-être expliquer ça plus tard. Aussi, une famille africaine est l'ensemble des individus venus d'Afrique pour des raisons diverses, qui se sont installés durablement en Occident, qui ont procréé sur place ou qui ont fait venir d'autres enfants de la famille. C'est à ces enfants qu'il est recommandé de transmettre les valeurs africaines. Mais avant cela, il convient de définir le concept général de valeur avant de déterminer les valeurs africaines. Le mot valeur vient du terme latin valeur, qui signifie être fort, vaillant, vigoureux ou en bonne santé. Dans la tradition occidentale originelle, la force occupe une place centrale parce que les sociétés occidentales de l'Antiquité sont des sociétés guerrières. Il faut s'ouvrir à l'Occident pour mieux asseoir notre culture. Il faut chercher à découvrir ce qui fait leur force, dans la mesure où nous sommes en rapport avec eux depuis la traite négrière, depuis la colonisation et la coopération. Nous sommes en rapport dialectique avec l'extérieur. Telle est la raison qui motive la transmission de nos valeurs d'origine. Les valeurs africaines primordiales qu'une mère doit transmettre à ses enfants sont l'hospitalité. L'hospitalité est légendaire pour les Africains. C'est pour cette raison que nous sommes les premiers à accueillir l'Occident chez nous. C'est parce qu'on avait cette tradition hospitalière. Il y a le sens du travail. Afin qu'il sache que par le travail, il gagnera sa vie. Il y a la solidarité et la générosité pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Il y a l'humilité afin qu'il ne soit pas validé. La pratique des langues vernaculaires pour lui transmettre afin qu'il comprenne le bien fondé des coutumes, des contes, des légendes africaines, des devinettes, des proverbes, des chants, des danses, des rites. Voilà nos valeurs
les valeurs de paix, le courage, le patriotisme, la tempérance et l'endurance, qui ne se suicident pas. Quand il y a un problème amoureux ou professionnel, vous savez qu'en Europe, il suffit d'avoir un petit stress, la plupart du temps, les gens se suicident. Alors, nos valeurs africaines sont formées mentalement et qu'on résiste à toutes sortes d'obstacles. Au terme de ce déroulement élogieux, comme je le disais tantôt, je vous introduis cette mère d'enfant. Elle est employée Nestlé. Elle intervient en tant que femme de terrain. Nous avons jugé opportun aussi dans notre panel de prendre une personne d'expérience. C'est une mère d'enfant et en tant que maman, elle est confrontée à tous ces défis éducatifs au quotidien. Bonsoir Pauline Leclerc. Bonsoir Marthe Cécile. Voilà, son exposé de ce soir portera sur le rôle de la femme dans la transmission des valeurs éthiques africaines chez les enfants issus de l'immigration. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, la femme a un rôle, et le rôle de la femme est primordial et incontournable pour l'éducation d'un enfant. La femme en amont doit élever les enfants dans un climat de confiance, aménager pour ceux-ci un cadre paisible et adapté à l'éducation. La femme doit elle-même être modèle pour ses enfants. Le meilleur enseignement étant l'exemple. La femme doit apprendre à donner l'amour en étant disposée à le recevoir. Dans cette relation, le devoir de la femme est de lutter pour inculquer des valeurs nobles aux enfants. La femme crée un espace convivial et sain en famille pour faciliter cette transmission des savoirs. La femme a un rôle de transmission qui est un passage de relais. La question de l'éducation n'est pas forcément liée à l'intellect. Dieu a doté les femmes d'une intuition et d'une perception rapide des choses qui leur donne une certaine longueur d'avance. La femme sait lire les expressions muettes d'un enfant. La femme a un sens de l'observation aiguisée qui l'aide dans l'éducation de l'enfant. La femme est un être immortel à travers son don naturel de procréation. L'art culinaire africain, d'une manière générale, est propice au contexte africain. En Occident, on peut s'y mettre exceptionnellement à des occasions bien précises, mais disons qu'il serait difficile d'inculquer cela à un enfant vivant en Occident. Et pour conclure, j'aimerais juste dire que il est question pour la femme de se demander comment les valeurs africaines peuvent-elles contribuer à l'intégration et à l'enracinement d'un enfant issu de l'immigration dans une société occidentale. Les valeurs telles que la citoyenneté responsable, les valeurs d'intégrité et de tolérance, d'ouverture au changement, le dépassement de soi, l'affirmation de soi, l'acceptation de soi, voilà les valeurs importantes à transmettre aux enfants issus de l'immigration. C'est ça que j'avais souhaité partager avec vous. Je remercie votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Winkler. Personnellement, je me suis retrouvée dans votre déroulement parce que je suis maman, je suis mère d'une petite fille qui a 10 ans. Ma fille s'appelle Jeannette Clara. Je lui dis bonsoir, même si elle n'est pas là. Elle aura l'occasion de nous écouter. Chacun d'entre nous, en tant que parents, s'est certainement reconnu quelque part dans ce brillant exposé. Je vous propose dès à présent de prêter votre attention à cet homme d'expérience qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre dans cette équipe de panélistes et dont la vision va nous permettre de prendre de la distance face à nos différentes perceptions. Tibéreux Moussela, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais dire ici qu'il a travaillé au foyer du Servant pendant plus de 10 ans. Puis il a rejoint l'équipe de la Fondation Jeunesse et Famille, où il est maintenant rattaché à l'unité Histoire de parents, en lien avec l'AEMO. C'est une structure d'intervention à domicile pour des familles qui rencontrent des difficultés éducatives.
Il a par ailleurs, il y a quelque temps, pris un congé professionnel de 6 mois en Thaïlande, où sa vision culturelle internationale s'en est plus enrichie. Il intervient également à la Maison Verte, qui est un accueil parents-enfants, un lieu de socialisation ouvert issu de l'école de Françoise Dolto, qui prépare l'enfant à l'école et à d'autres interactions sociales. Il va nous entretenir ce soir sur la place des parents dans l'éducation de l'intégration et l'intégration des enfants issus de l'immigration. Merci, Tiberius. Merci à vous. Voilà, j'ai une expérience personnelle d'émigré. Je suis fils d'émigré, mes parents étaient des ouvriers italiens qui sont venus dans les années 60 travailler en Suisse. Donc, en tant que fils d'enfant d'émigrés italiens, j'ai dû faire face à l'éducation suisse, parce qu'il y a une différence entre l'éducation suisse et italienne. Voilà, j'ai dû m'adapter dans ces deux cultures. Et je parle l'italien, le français et le dialecte aussi de ma région d'origine. Voilà. Pour commencer, en lisant le titre, l'enfant africain face à l'éducation occidentale, ma déformation professionnelle me dirait, tiens, voilà, c'est la question part de l'enfant, et je me dis, tiens, moi je soutiens des parents dans l'éducation. Et puis je me dis, tiens, on aurait pu amener à un moment donné les parents africains face à l'éducation occidentale, ou même un peu plus large, si on prend un peu plus large, la famille africaine face à l'éducation occidentale. Moi je dirais, par rapport à mon engagement personnel, ces questions d'éducation sont des questions sociales, c'est aussi la responsabilité de la société. Donc je pense que ça prend la question est beaucoup plus large. Je veux dire que cette responsabilité peut-être n'incombe pas uniquement aux parents, elle incombe aussi à un sens beaucoup plus large à la société aussi d'accueil de ces enfants-là. Alors, tout d'abord, je commence par ce titre, la carte n'est pas le territoire. Donc, je me dis, quand on arrive dans un pays, on vient avec des idées, on a une manière de percevoir la société d'accueil, et puis aussi peut-être ce qu'on attend de moi, en tant que parent, en tant qu'individu, de ma famille, de mon enfant ici. Alors, finalement, et cette manière de percevoir cette société, on arrive dans un terrain inconnu, va de toute manière conditionner ma manière d'agir et de faire, ou de m'adapter à ce que je pense qu'on attend de moi. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand on dit que la carte n'est pas le territoire, c'est que finalement chaque individu se construit sa propre vision du monde. Et par conséquent, ses propres représentations du monde ou du lieu d'accueil. Et puis, à savoir qu'il n'existe pas non plus une carte unique du monde et une manière réelle de percevoir. Alors, notre carte du monde va influencer nos choix, nos perceptions et souvent nos limites. C'est une carte mentale des représentations partielles et erronées du territoire. Donc, cette carte est la manière dont nous représentons nous-mêmes la réalité. Et puis, on va filtrer une grande partie des informations que nous recevons, nous percevons du pays d'accueil, qui va être filtrée par rapport à nos valeurs, à nos expériences personnelles, notre vécu, notre histoire familiale, nos croyances, en sens large, finalement. Et puis, ce sera nos lunettes. Et puis, ce qui va nous faire percevoir les choses d'une manière peut-être un peu plus adoucie. Le style maïeutique pour l'authenticité et l'épanouissement, dans ce style-là, la valeur fondamentale est la découverte de soi pour l'adulte comme pour l'enfant.
Donc là, on est dans le dialogue entre parents et enfants. Donc on n'est pas du tout dans les normes et dans les dogmes, mais plutôt dans une construction commune de sens. Hein. Et puis fondée sur le principe d'une relation. Là, l'histoire et la communauté sont surtout une mine ou puisées en cas de besoin, de manière occasionnelle, mais vraiment une mine. Voilà. Je dirais que les valeurs culturelles sont une mine où les parents vont puiser des éléments, mais ça ne va pas être fondateur. Donc l'intention là se porte sur un soutien psychologique à l'authenticité et à l'épanouissement. Donc ce style-là est plutôt plus récent, donc il concerne les générations récentes de 20 à 30, voire 40. Voilà. Donc les styles prévalents, ce qui en ressort de l'étude, hein, c'est que les styles prévalents actuellement de la société suisse, c'est un style discipline adoucie et maïeutique tempéré. Hein, parce que dans le style maïeutique, il y a vraiment, on pourrait dire que l'enfant et l'adulte sont presque au même niveau, hein, ce qui peut amener aussi des complications. Puis le style discipline adoucie, parce qu'on se dit, bah, peut-être oui, le travail et l'effort, mais tout en ayant une écoute de l'enfant. Après, si je peux faire un lien par rapport aux familles que je rencontre, les parents que je vais voir, ils auront une tendance à adopter certains styles. Hein. Après, des fois, il y a aussi des familles qui ont des styles mélangés, hein, suivant les situations, ils seront plus dans un style maïeutique, et puis pour d'autres fois, et puis... mais voilà, après, il y a des prépondérances. La question qui se pose, c'est souvent que je dirais que les travailleurs sociaux ou les professionnels de l'enfance ont tendance à être plutôt dans le style maïeutique parfois, dans la recherche de sens et de partage avec l'enfant. Et puis si ces professionnels-là, comme j'en suis un, qui arrivent dans une famille qui est dans un style foi, qui a une forte appartenance à une institution, peut-être que ce que la famille attendra, c'est que finalement, peu importe, comme étant un représentant finalement des institutions suisses, elle attendra que moi j'éduque l'enfant. Ben, écoutez, venez, vous êtes spécialiste, faites, hein, montrez-nous comment vous faites ici en Suisse, etc. Alors à certains moments, c'est la difficulté. Pour pouvoir intégrer dans son apprentissage le système colonial, il fallait au début de la contrainte, parce que les enfants étaient sortis de l'espace libéral, de l'espace expérimental quotidien, pour être mis dans des rangs alignés avec des enseignants et des traducteurs enseignants noirs qui accompagnaient le processus. Donc on arrive de là, avec cet héritage-là, dans un contexte occidental où, pour la Suisse, ça fait, je crois, dans les années entre 79 et 78, ils ont renoncé au châtiment corporal dans les espaces scolaires. Débarquons avec cet héritage-là et nous sommes confrontés à un ensemble de difficultés. Donc, pour revenir aux axes, mourir ou se réinventer. On est, avec nos enfants en tout cas, il est bon de noter que la plupart de la migration africaine, c'est une migration ouvrière. Et tant bien même qu'on arrive à avoir des cas dans cette migration-là, il n'y a pas de poste, en tout cas pour la Suisse, il n'y a pas beaucoup de postes de cadre qui est ouvert pour des pourcentages bas. Ce qui fait que les parents passent beaucoup de temps loin de leurs enfants. Et ces enfants qui sont placés très tôt dans les structures d'accueil parascolaire, paraéducatif, ils y vont très tôt. Les enfants sont, ils sont conscientisés, ils sont éduqués, ils sont initiés à un découpage de temps, une forme de rythme qui est assez distinct de la notion du rythme en Afrique. On va déjà dans le rythme alimentaire, pour ne citer que celui-là. Quand les enfants vont très tôt, ils vont dans les garderies, ou alors quand ils commencent l'école, ils vont à l'école, ils ont un déjeuner à 10h, il faut un goûter à midi, entre midi et demi et midi 3/4, ils vont manger à 4h après les devoirs ou avant les devoirs, un petit peu,
ils vont prendre un goûter. Or, nous venons des systèmes où le repas collectif, il y en a un. Majoritairement, il n'y a pas beaucoup de familles, on va dire, c'est pas la majorité. Et les enfants sont encore libres de manger quand ils ont faim. Donc ces enfants nous contraignent à intégrer cette notion de rythme, ne serait-ce qu'au niveau du système alimentaire. Et ça se rejoint aussi parce que ces lieux que nos enfants fréquentent pas mal de temps la journée, les responsables de ces structures-là nous rendent attentifs à la notion du temps. Ils nous intègrent déjà cet espace où on doit se projeter, on doit anticiper sur le temps, en nous rendant attentifs aux vêtements qu'on doit mettre à nos enfants en fonction des saisons qui changent tous les 3 mois. Ce qui fait qu'on est déjà dans un mécanisme de transition, de manière consciente ou non, où on commence à anticiper sur la notion du temps, alors que nous venons des environnements où le climat ne change pas terriblement pour la plupart d'entre nous, où on n'est pas amené à porter des vestes d'hiver, des vestes printanières. Il n'y a pas forcément cette grande nuance-là. On veut porter des pulls ouverts, ce qui ne nous rend pas forcément, ce qui ne joue pas de manière aussi dense sur notre rapport au temps. Et cette notion d'anticipation et de prévention, ça se prolonge avec l'agenda. Pour la plupart d'entre nous qui avons été scolarisés en Afrique, l'agenda existe soit en fin d'année, soit pour les gens qui sont déjà dans le système, quand ils sont déjà, ceux qui travaillent déjà. Ce qui fait que nos enfants reviennent de l'école avec cet agenda qui établit un pont. Ils ont déjà, dans leur construction identitaire, ils ont intégré la notion d'anticipation et de prévision. Donc ils peuvent se projeter, ils peuvent anticiper à travers un petit outil qui est aussi un outil de communion et de communication, qui pousse les parents à intégrer de manière consciente ou non cet espace de rythme, cet espace de projection et d'anticipation qui modifie déjà pleinement notre rapport au temps. Maintenant, pour la notion de transmission à tout prix, j'ai croisé dans ma pratique professionnelle des parents qui partaient de l'Afrique en s'imaginant qu'ils venaient dans un espace de liberté absolue, de liberté d'expression de sa particularité individuelle comme de sa particularité collective. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux, quand ils avaient appris le français, ils s'imaginaient que tous les pays francophones avaient la même identité culturelle, avaient les mêmes valeurs. Ce qui fait qu'on peut rencontrer, en tout cas pour ce que j'ai rencontré, des gens qui vivaient en Suisse pensant qu'ils étaient en France ou en Belgique. Donc les valeurs étaient les mêmes. Ce qui fait qu'il était difficile pour moi de leur rendre attentif au fait qu'on ne pouvait pas transposer les valeurs en l'état dans un environnement distinct. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les Africains ont pu mettre en place, comme certaines communautés, pour ne citer que la communauté espagnole ou portugaise en Suisse, des espaces de cours de langue ou des espaces de pratique de la culture qui permettent à leurs enfants de se relier à ces espaces-là. Dans quelle mesure il est réaliste de parler de transmission de valeurs africaines? Dans quelle mesure c'est effectif et c'est applicable au quotidien? Donc, pour revenir à l'axe éduquer ici ou là-bas, il me semble que j'ai un petit peu abordé la question en introduction. Et ce qui est important pour moi ici de partager, c'est se dire, du point de vue individuel, qu'est-ce que nous mettons, chacun à son niveau, dans la notion d'éducation européenne? Qu'est-ce que nous mettons dans la notion d'éducation africaine? Et où est-ce que nous nous situons au niveau du juste milieu? C'est à chacun de voir un petit peu quel est son chemin à travers toutes ces questions qui sont posées sans réponse finalement. C'est amener à chacun de participants présents ici à faire le tour de ces questions et voir où il en est un petit peu. Dans ce qu'Emmanuel Kant, déjà en 1776, écrivait « L'éducation est le plus grand et le plus grave problème qui puisse être posé à l'homme. » De quelque chose. La femme qui a eu la responsabilité importante de clôturer notre débat intellectuel est une professionnelle de la santé et de l'humanitaire. Elle est psychologue, elle a travaillé dans plusieurs projets humanitaires. C'est une femme de terrain. Nous avons ce soir le privilège d'être entretenus sur l'impact psychologique de l'environnement occidental sur les enfants issus de l'immigration par la docteure Hélène Carole Edouard Matsogo. Bonsoir Carole. Bonsoir. Elle est docteure en psychologie, cofondatrice et présidente de l'association Soins Psy sans frontières. Je vous laisse la parole, Carole. Merci. Les migrants africains vivent parfois la migration vers l'Occident comme un moment de bouleversement profond dans leur existence et leur parcours de vie.
Ils sont confrontés à des changements et des difficultés d'intégration sociale qui peuvent avoir des effets délétères sur leurs compétences sociales et l'éducation de leurs enfants. Des recherches ont montré que la mère migrante se sent souvent tiraillée entre ses désirs de se montrer conforme aux valeurs éducatives de son pays d'origine et sa volonté parfois socialement contrainte d'adopter la culture du pays d'accueil. Cette difficulté d'articulation de deux systèmes de valeurs se manifeste également chez leurs enfants, éduqués dans la croisée de deux cultures qui se côtoient, se complètent et malheureusement entrent en permanence en conflit. La rencontre entre deux cultures est inévitablement et nécessairement conflictuelle, on n'y peut rien. Les conflits entre les cultures africaines et les cultures occidentales ont la particularité d'être influencés par le passé colonial de l'Afrique. En effet, l'histoire coloniale alimente des stéréotypes sur l'Afrique tels que les Africains sont tous des pauvres. L'Afrique n'est que savane et animaux sauvages, je vous laisse compléter. Ces idées véhiculées par les médias occidentaux renforcent l'idée d'une forme de hiérarchie entre ces deux cultures et génèrent des pratiques discriminatoires envers les migrants africains. L'éducation des enfants africains issus de l'immigration est donc tributaire de la réalité de ces conflits de culture et de leur capacité à les gérer. En effet, l'élaboration ou la gestion de ces cultures va influencer leur développement et leur construction identitaire ou affecter leur équilibre psychique, comme c'est le cas dans les situations migratoires traumatiques. Je voulais vous parler des enjeux identitaires parce que de toutes les façons, la migration vient bouger les choses aussi à ce niveau-là. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec tous les premiers intervenants. Donc, au début du 19e siècle, les premières recherches relatives aux enfants issus de migration ont été réalisées aux États-Unis. Et il y a un des auteurs, Walter, en 1994, qui a mené une étude qualitative sur 83 adolescents noirs américains originaires des Caraïbes. Il a montré que le sentiment d'identité de ces jeunes est influencé par le milieu de vie sociale des parents, les réseaux sociaux dans lesquels les parents sont impliqués, le type d'école fréquenté par l'enfant et la structure familiale. En France, les recherches sur ce sujet ont démarré dans les années 80. Boulot et Baison-Fradet, en 88, affirment que les enfants en situation migratoire ont une identité multiple. Ils basent leur choix d'appartenance en faisant référence à deux cultures différentes, celle du pays d'origine et celle du pays d'accueil. Les auteurs précisent que l'acte de faire référence à n'est pas figé et varie en fonction de l'âge de l'adulte et de son histoire. Plus récemment, Richard, en 2004, a soutenu l'idée d'une construction incessante de l'identité chez les jeunes migrants. L'auteur explique que les identités des jeunes issus de l'immigration ne doivent pas être considérées comme quelque chose de statique, je crois que ça a déjà été dit, mais plutôt comme un processus en perpétuel changement. Dans la continuité de ces travaux, Gilbert, en 2005, pense que la migration peut être aussi considérée comme une source de nouveaux apprentissages. En effet, le parcours migratoire amène l'individu à côtoyer des cultures différentes. En traversant plusieurs lieux, l'individu peut accueillir de nouveaux savoirs et savoir-faire. Il peut également développer de nouvelles compétences sociales ou personnelles. Ces apprentissages multiples peuvent se faire sous différentes formes et varient selon l'âge du sujet, le niveau d'instruction ou selon le groupe d'identification culturelle et ethnique d'appartenance. La santé mentale des enfants immigrants quand tout va justement mal. De nombreuses recherches ont montré que la migration peut exposer les enfants à de divers troubles psychiques plus ou moins graves. Le syndrome post-traumatique, la dépression, l'anxiété, la psychose,
le mutisme sélectif, le syndrome de résignation. D'ailleurs, parlant de ce syndrome de résignation, je viens de le découvrir. C'est un syndrome qui a été détecté en Suède chez des enfants qui sont des enfants de migrants à qui on a refusé d'accorder un titre de séjour permanent. C'est des enfants qui restent des mois, des années endormis. Donc dans ce reportage-là, ils ont présenté une fratrie de 2 qui sont endormis depuis 2 ans. Voilà. Donc en dehors de ces troubles psychiques, la migration peut aussi exposer les enfants à des comportements scolaires inadaptés ou à la délinquance. Marie-Rose Moreau décrit 3 périodes où le risque pathologique est particulièrement prégnant. La phase de mise en place des interactions précoces mère-enfant, le début des grands apprentissages scolaires entre 6 et 8 ans et à l'adolescence. Carole, j'apprécie votre société et votre assurance intellectuelle. Vous êtes une femme très dynamique et active. Et malgré votre agenda très chargé, vous avez quand même trouvé du temps pour vous joindre à nous. Et pour cela, je vous remercie. Nous avons terminé. Je vais laisser la parole à un cas, par exemple, avec un enfant qui est né ici, et puis un qui est venu, comme je crois qu'on a eu le cas dans la présentation, un qui est né au Cameroun mais qui a immigré, et un qui est né ici, qui a connu en fait que le système européen, si je peux simplifier les choses ainsi. Certainement, certains qui veulent totalement faire fi de ce qu'ils ont eu comme parcours en Afrique et recommencer autre chose. Je voudrais savoir si l'un ou l'autre dans vos structures, est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, est-ce que vous attirez peut-être l'attention des parents sur le fait que ça revient de toute façon au visage comme un boomerang, sa culture, sa peau, serait-ce que la couleur de sa peau, on ne peut pas s'en défaire. Voilà. Même si on vit en Occident 10 ans, 20 ans, 30 ans, on restera africain. Il restera quelque chose en nous qui démontre que effectivement nous sommes africains. Parce qu'une personne qui perd son identité se perd. C'est mon point de vue. En lien avec la question de la transmission, pour transmettre, est-ce qu'il ne faut pas d'abord savoir ce qu'on va transmettre? Un exemple typique, chez les Juifs, ils sont partout, depuis les origines, ils ont toujours inculqué les valeurs d'origine juive à leurs enfants. Et c'est authentique encore une fois de plus. Bon, qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'enfant dans ces conditions? Et bien évidemment, mon grand-père, ma grand-mère, les contes. Et on doit faire tout pour ne pas oublier nos origines. Ça qu'on dit que un morceau de bois sans temps dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. On doit tout voir, on doit tout savoir d'où on vient. C'est ce que je peux. Voilà, il faut juste être, conscient de cela. Il peut rentrer en tension chez l'enfant, qui peut se dire, voilà, j'ai peut-être des réponses qui sont assez claires à la maison, j'ai peut-être une ligne assez claire, ce qui est important aussi. Puis en même temps, peut-être à l'école, on me demande mon avis, on me demande ce que je pense, et puis j'ai le droit d'être critique vis-à-vis de ce qu'on a envie de me transmettre. Hein? Donc, ça peut être inconfortable pour l'enfant, parce qu'il va revenir avec ce type de questionnement à la maison. Oui, mais la maîtresse, elle m'a dit voilà, mais papa, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi être un peu, faire confiance à un enfant qui est capable aussi de grandir et puis pouvoir puiser les ressources des différents styles, si on veut, d'une certaine manière. Et puis devenir un citoyen qui sait composer. Et puis ça peut être plutôt, moi je vois plutôt ça comme une ressource qu'une entrave. Moi qui viens du Cameroun, je suis forcément obligée d'expliquer certaines situations. D'où je viens, cette culture-là, elle reste en nous. Malgré tout que tu fasses 20 ans, 30 ans ici, on a vraiment des réponses à donner à nos enfants. Occidental. Ma première question était de savoir comment vous avez fait pour
pour justement gérer les conflits que vous avez dû vivre, parce qu'on en a dû forcément vivre, ça c'est une certitude. Et la deuxième question par rapport à tout ça, c'est de par cette expérience-là, comment vous avez donné ça à vos enfants dans l'éducation? Comment vous avez pu, chacun d'entre vous, vous êtes différents, vous avez une expérience différente. J'aimerais avoir l'avis de tout un chacun par rapport à ces questions-là, personnelles et au niveau de l'éducation que vous avez voulu donner à vos enfants, de par les différentes cultures que nous avons tous autour de nous. Alors, comme tout le monde, j'ai été confrontée au problème de migration et d'ajustement. Je suis arrivée ici, je parlais le français du Cameroun. C'était pratique quand j'étais en communauté, mais quand j'étais en formation avec des Suisses, je ne me faisais pas entendre. Pourtant, je parlais le français. J'avais intégré en français une expression orale qui ne correspondait pas au milieu. Donc c'est difficile d'aller vers les autres qui nous regardent bizarrement. Il y a des regards durs, des regards de méfiance, de peur, de contrainte, des regards aussi bienveillants. Et c'est un regard paternaliste que beaucoup d'Africains rejettent de nos jours pour l'histoire qu'on sait. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le courage, la ténacité d'aller à la rencontre du peuple dans lequel on vit, de ne pas rester cloîtré dans sa communauté. C'est l'une des manières la plus efficaces d'apprendre rapidement. De se référer aux gens du milieu pour comprendre quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs normes. Et aussi, ce qui m'a fait grandir en Suisse, qui m'a permis d'accéder à leurs valeurs, c'est le métier de maman. Avec les enfants, ils vous confrontent à la réalité, ils reviennent avec... il y a une forme de conflit dans ce que vous leur dites et dans ce qu'ils vous ramènent. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des enfants qui sont plus tenaces que d'autres. Il y a des enfants qui sont dociles, qui préfèrent se taire, mais ça ne veut pas dire qu'ils intègrent ce qu'on leur transmet comme valeur. Les enfants qui vont à la confrontation, qui n'ont pas peur d'être repris, n'ont pas peur des baffes, ils n'ont peur de rien, ils vont vous confronter jusqu'à ce que vous allez leur rejoindre dans cet espace très maïeutique qui est suisse en fait, où on se construit finalement. Il a dit que la Suisse est située entre l'espace maïeutique et discipliné, adouci. Donc il y a la recherche de l'excellence pour permettre à ces enfants de trouver leur place ici. Il y a aussi l'idée de leur permettre de se construire. On est contraint d'une certaine manière à leur rejoindre dans ce chemin-là. Et si on a assez de courage, assez de force, on évite d'être dans le déni, en voulant transploser sa culture telle qu'elle ici, en s'accrochant désespérément à des valeurs qui sont forcément très profondes, très utiles dans leur milieu de naissance, si je peux dire ça comme ça. Mais ce qu'on risque dans ce déni, c'est d'arriver à la rupture avec nos enfants. C'est pour ça qu'on voit pas mal d'enfants dans les placements qui sont dans les structures d'accompagnement comme des foyers ou des structures plus intermédiaires ou qui vont chez le psy. Parce qu'on est là dans les enjeux de loyauté en fait. Il est difficile pour un enfant qui passe du temps avec des enfants suisses de comprendre ce que le parent camerounais attend de lui dans sa globalité. Parce qu'il n'a pas d'espace pour confronter ces valeurs-là. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas les transmettre. Le métier de transmission, il est là. Il faut être ce qu'on est, dans ce qu'on est avec ce qu'on a comme acquis, mais il faut laisser l'enfant jouer ce qu'il vit aussi. De toute façon, qu'on le laisse ou non, il le fait. Si on est ouvert, il nous en parle. Si on est fermé, ils en parlent à d'autres. Donc c'est ce que je pouvais. Alors moi, je vais intervenir par rapport à ça parce que moi, j'ai ma fille qui est arrivée ici. C'était par regroupement familial. Alors au début, ça a été très très difficile. Tout ce que moi j'ai pu faire aujourd'hui, ma fille elle s'en sort bien. L'intégration n'a pas été facile, mais il faut vraiment être à l'écoute. L'écoute et vraiment montrer à son enfant qu'on est de son côté. Parce que quel que soit ce qu'il vit, que ce soit à l'école, avec les camarades et tout, il faut vraiment montrer à son enfant qu'on est de son côté, on lui donne des conseils, on est présent pour elle. Parce que les enfants ici, parfois, ils sont confrontés à des problèmes où parfois, elles se sentent même menacées ou bien, elle se dit, même la maîtresse ne la comprend pas. Et finalement, elle finit par se braquer. Il faut qu'elle ait confiance, qu'elle sache que quand je vais rentrer chez moi, je vais en parler à ma mère, elle pourra m'écouter. Et quand bien ma mère elle va se présenter ici à l'école, elle va chercher à savoir. Parce que la parole de l'éducateur, ce n'est pas une parole d'évangile. Il faut vraiment déjà que cet enfant soit dans ce cadre. Et avec le temps, l'enfant il finit par s'intégrer
Et tout va bien. Aujourd'hui, ma fille, elle est bien scolarisée. Tout va bien. Pourtant, c'était très, très difficile. Mais j'ai été présente. Je voulais parler à la psychologue un petit peu. Désolée de vous interpeller tout le temps, mais c'est vraiment important que vous soyez, parmi nous. C'est pas la première fois que j'entends l'histoire que certains enseignants écoutent sont derrière d'autres enfants par rapport à d'autres. Et je ne sais pas quelle place le parent, comment on doit réagir par rapport à ce style de problème-là. Parce que je suis confrontée à ça en fait. Donc, et puis ça a beaucoup déstabilisé ma fille. C'est vrai que je l'ai beaucoup soutenue, comme vous venez de dire. Et je pense que ça, je ne sais pas, donnez-moi un conseil, peut-être un conseil miracle qui pourrait... voilà. Je suis désolée, vraiment, je sais qu'il y a d'autres parents qui se sentent peut-être concernés, puis ça pourra beaucoup nous aider. Et puis, je vais finir. Je crois que j'avais au moins une dizaine de questions qui ont déjà été bien répondues et je vous remercie énormément. Merci Cécile pour cette invitation. Merci. Ça aurait été une erreur de finir cette conférence sans prendre vos questions. Et avant de passer le micro à la psychologue, je profite un peu pour cette diapo qui est juste là pour rappeler que c'est vrai qu'il n'y aura pas de recette miracle à donner ce soir, mais plutôt des conseils. Moi, je vais quand même défendre la posture du psychologue qui ne donne pas de conseils. On ne donne pas de conseils. Et moi, je pense que la dame tout à l'heure, elle a très bien répondu. Ça dit qu'elle vous a parlé de son histoire, elle vous a transmis, qu'elle n'a pas eu de transmission, ça dit qu'elle a transmis quelque chose de qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Il faut être à l'écoute, entendre ce que l'enfant, il faut entendre ce que l'enfant dit et probablement essayer, s'il faut que je propose quelque chose, c'est déjà de rencontrer l'enseignante et essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Vous l'avez fait, ça n'a pas évolué. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres solutions miracles pour résoudre ce genre de problème. Si ce n'est passé par le dialogue, pour essayer de comprendre au fond qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait problème avec l'enfant. Voilà. Merci Carole. Je vais compléter. Oh non. Merci. Un dernier pour la route. D'ordinaire, les enfants s'adaptent très vite parce que l'enfant est un être écologique. Vous amenez un enfant ici à 2 ans, 3 ans, à peine 3-4 mois, il parle déjà la langue. D'ordinaire, c'est ça. Bon, maintenant, la solution qui est possible, il faut d'abord identifier le problème aussi peut-être. Ça peut venir de vous. Ça peut être, si vous faites pression peut-être sur l'enfant, si vous êtes peut-être agressif, j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que si l'enfant vous rejette, il peut rejeter aussi vos connaissances et rejeter également les connaissances qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est tout ça, tout un mécanisme. Mais il y a une autre solution, c'est de le ramener en Afrique. Peut-être là-bas, il y a Merci pour cette question, Edith. Je vais vraiment te répondre cœur à cœur parce que j'ai vécu la même chose avec ma fille. Et la réponse, l'élément de réponse que M. Duary venait d'apporter, ce n'est pas anodin. C'est vrai que ça fait rire, mais ça aide. Et c'est pour ça que je disais tantôt que c'est important pour chacun de connaître ses origines. Ma fille, quand elle était, maintenant elle a 10 ans, quand elle avait entre 3 et 4 ans, c'était très pénible. J'étais tout le temps convoquée. Je ne passais pas 2 mois sans être convoquée par les enseignants. Et c'était très difficile parce qu'en tant que parent, d'une part, on a envie de protéger son enfant et d'autre part, on connaît la personnalité de notre enfant. Et dans ce que la maîtresse dit, on sait que quelque part, il y a aussi des choses vraies. Parce qu'on sait qui est notre enfant. Et on est un peu prise entre deux parce que d'une part, on veut protéger notre enfant parce qu'on se dit, je ne veux pas l'exposer. Si on commence à l'envoyer voir des psychologues, ça va rester dans son dossier, ça risque de suivre l'enfant, on se fait du souci. Alors je vais me braquer, je vais dire non à la maîtresse. Et d'autre part, quand tu rentres à la maison,
c'est vraiment difficile. Moi, j'ai beaucoup souffert. Quand on rentre à la maison, on pleure, on souffre, parce qu'on se demande quel est l'avenir pour mon enfant, l'avenir de mon enfant sera quoi. Mais je pense que c'est important d'être beaucoup dans l'écoute, d'écouter beaucoup. Moi, personnellement, j'ai écouté beaucoup ma fille, je lui parle, je lui donne beaucoup de conseils, je lui donne beaucoup d'affection. Et à un moment donné, je l'ai envoyée en Afrique. Ma fille a été faire 1 année en Afrique. Quand elle était grande, je lui ai dit, écoute, tu es suisse, tu vas fréquenter au Cameroun, tu vas rester dans un cadre où, avec des enfants aussi occidentaux, ça va t'aider. Question de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et quand ma fille elle est revenue, elle me dit, maman, je n'ai pas apprécié. Au Cameroun, la maîtresse, elle me fouettait tout le temps. Elle est revenue avec vraiment les marques. Et je lui dis, tu vois, tu n'aimerais pas retourner en Afrique. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a d'autres enfants en Afrique qui ne mangent pas comme toi, qui n'ont pas cette opportunité, et ça fait que depuis que ma fille est revenue, elle s'est disciplinée d'elle-même. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour le faire, hein. On n'évolue pas dans le même contexte. Moi, j'ai encore mon papa en Afrique, donc c'est un cadre très protecteur. Je n'avais pas de soucis. J'ai ma soeur aînée, je n'avais aucun souci pour ma fille. Donc, je n'avais vraiment pas de soucis. Je ne me suis pas gênée de l'envoyer. Mais suivant notre contexte familial, c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde d'envoyer son enfant en Afrique. Mais moi, je l'ai fait et depuis qu'elle est revenue, elle a beaucoup changé. Elle est plus apaisée. Elle écoute à l'école. Elle n'a plus besoin que la maîtresse. Elle ne fait plus sa maline. En tout cas, ça m'a aidée. Merci. On va au Cameroun chaque été. Là-bas, on l'appelle Minga Ntangan. Minga Ntangan, ça veut dire la femme blanche. Et puis en classe, on l'appelle métisse. Et puis il y a une de ses camarades qui lui dit écoute, Naya, t'es métisse, ça veut dire que t'es pas trop blanche et puis t'es pas non plus suisse à 100%. Hein. Alors elle rentre à la maison, elle me pose la question, maman, ça veut dire. Et puis moi, je suis qui alors? Alors, honnêtement, comme vous avez dit qu'on a toujours des réponses à donner à nos enfants, moi, personnellement, j'ai vraiment pas trouvé de mots jusqu'à ce jour. Alors je traîne toujours avec, je me dis, peut-être l'occasion se présente une fois et puis peut-être j'aurai une petite réponse. Moi, ce que je pense, c'est que l'adulte doit pouvoir donner des réponses hyper claires à l'enfant au moment où il se pose ce type de questions, surtout des questions identitaires, comme la dame a dit tout à l'heure. Mais parlez-lui de son histoire. Ma fille, tu es née d'une mère camerounaise, d'un père suisse, tu es métisse. C'est toi, c'est ton histoire, c'est ton identité. Tu as une identité métissée. Vous voyez? Ça, c'est une réalité qui ne se discute pas. Et une fois que vous avez dit ça à l'enfant, l'enfant assume. Elle ira dire à sa copine, mais écoute, moi ma mère est française, mon père est suisse, moi je suis métisse et je suis ce que je suis. Vous voyez un peu comment est-ce que vous arrivez à aider l'enfant à intégrer ce qu'il est, à accepter ce qu'il est. Ça, c'est le rôle du parent. Oui, mais pour elle, j'ai répondu, j'ai expliqué comme ça, voilà, je suis comme ça, papa il est comme ça, puis c'est le mélange comme ça. Il dit, moi je trouve que c'est trop beau, ouais, le mélange il est bien. mais c'est comme s'il y a quelque chose, peut-être du fait qu'on l'appelle aussi au Cameroun Minga Ntangan, et puis ça, elle n'aime pas beaucoup, elle n'aime pas du tout. Alors je ne sais pas si peut-être il y a un livre ou il y a un film qu'on peut regarder qui valorise, qui explique mieux. Moi, j'ai toujours donné un conseil, parce que, si vous voulez, moi, il y a un moment donné, j'ai été enseignante à l'université, assistante, hein, je formais des étudiants, je leur disais, il ne faut jamais croire qu'un psychologue est là pour enlever les angoisses aux gens. Mais l'angoisse, la souffrance, la tristesse, ça fait partie de notre existence. Vous voyez, donnez le temps à votre fille. Certainement, c'est quelque chose qu'elle vit très mal maintenant. Vous voyez, mais à chaque fois qu'elle va revenir vers vous, reformuler les questions, gardez votre position, dites-lui, tu dois accepter, c'est ce que tu es. Enfin voilà. Et voilà, peut-être d'ici quelques années, elle va se repositionner de manière différente. Donc il faut laisser le temps. Enfin, on parle de temporalité psychique, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à son psychique d'intégrer les choses. Faut lui donner, il a la réponse. Faut lui donner, voilà.
première, je trouve que c'était magnifique. Au niveau de l'initiative, au niveau de la palette des personnes qui ont intervenu, on a eu droit à l'intervention d'un sociologue, d'un psychologue, d'un éducateur et d'une femme du quotidien. Ce qui fait qu'on a été nourri par plusieurs visions de l'intégration de l'enfant africain dans un contexte européen. Et je pense que ce serait bien que ce genre d'initiative se multiplie au sein des communautés migrantes pour pouvoir un petit peu influer cet enjeu de l'intégration et du maintien de la culture et de l'identité des enfants, parce qu'il est important qu'ils se rappellent d'où ils viennent et qu'ils puissent comprendre où ils évoluent pour pouvoir se déplacer avec assurance et aisance dans le monde dans lequel qui est devenu le leur. C'est un débat excellent, c'est une soirée réussie. Les organisations, les fondations, les associations se réunissent et une organisation, une association qui fait venir un tel auditoire pour parler des valeurs africaines, je peux dire que c'est positif. Marc Cécile Mika est devenu aujourd'hui comme le pivot de la transmission des valeurs. Nous avons intérêt à transmettre les valeurs africaines parce que nous allons vers une mondialisation de ces valeurs et il faut bien que l'Afrique se retrouve dans ce carrefour, qu'elle apporte sa part pour ne pas être absorbée. Donc on ne peut pas vivre en vase clos. On a besoin de voir ce que l'Europe nous apporte pour asseoir cette culture-là. Et cette valeur-là, c'est le patriotisme, c'est notre hospitalité qui est légendaire, c'est notre générosité, c'est notre solidarité qui doit rester. Donc l'Afrique a intérêt à s'organiser pour pouvoir inculquer à nos enfants ces valeurs qui sont d'ailleurs les premières valeurs de par les peuples. Voilà. C'est un peu ça, c'est ce que je crois que tout a été réussi, c'est positif et que beaucoup vont copier. Et merci. Lors de cette journée internationale de la femme, il m'a semblé opportun de convoquer cette conférence pour qu'ensemble nous débattions sur une thématique qui accroche, une thématique au cœur même de la société occidentale. Et puis nous, la diaspora camerounaise, nous sommes confrontés à des problèmes d'éducation. Nos enfants finalement se retrouvent dans un contexte étranger, un contexte que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas sur les bouts des doigts. C'est vraiment un défi pour les femmes, c'est un grand challenge pour nous, femmes africaines, d'éduquer nos enfants dans un contexte occidental. Alors je pense que les femmes camerounaises sont des femmes dynamiques, ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes qui sont pleines d'avenir. Et je suis fière déjà, j'aimerais mentionner que je suis fière d'être camerounaise. Je porte fièrement cette identité et j'encourage les femmes camerounaises à continuer à se battre, de continuer à s'affirmer dans toutes les sociétés où elles se trouvent, que ce soit au Cameroun ou en Occident. La femme camerounaise a toujours été une femme qui se distingue par son dynamisme et son activité. Les femmes camerounaises se distinguent par ce côté dynamique. Un thème qui nous concerne tous. Aujourd'hui, c'était un thème qui concernait l'enfant africain, donc à l'occurrence les parents, vu qu'on en parle d'éducation. Et je pense qu'aussi demain, on pourra en parler de la jeunesse africaine qui est ici, comment elle fait face à cette éducation occidentale, surtout pour moi qui suis arrivé ici en tant qu'étudiant, comment j'ai pu appréhender en fait toutes ces difficultés et comment je peux transmettre, comment je transmets certaines valeurs que j'ai acquises ici à mes petits frères ou à mes compatriotes qui sont là. Et il faut savoir que je me suis beaucoup reconnu dans ce qui s'est dit parce que ce qu'on a remarqué avec Miska, c'est que quand les jeunes filles arrivent au casting, certaines sont nées ici, d'autres ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles n'ont plus remis les pieds au Cameroun. Donc elles sont fières d'être Camerounais, mais je pense qu'au fond d'elles, elles ne savent pas ce que ça veut dire d'être Camerounais. Donc à travers la préparation, on organise des ateliers avec des professionnels, que ce soit en photo, on fait des shootings traditionnels, on essaie de les inculquer. Inculquer c'est peut-être un peu fort, mais on essaie de partager avec eux la maigre expérience, les souvenirs qu'on a du Cameroun. Mais l'impact est bon, mais c'est pas suffisant. Je pense que
de Miscas à ce qui se passe ce soir ici à l'Intercontinental, c'est la suite dans les idées et il faut vraiment continuer parce que la nouvelle génération, nos enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin de savoir qui ils sont parce que je crois qu'on dit, si je ne m'abuse, si tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu vas. Donc, Today, about transferring the culture, our African culture, to the children who live here in Europe. I think it's very important to get our culture transmitted to our children, even though we're living here in Europe. Because if we don't know where we're coming from, we won't know where we're going to. Women's Day, it's a day that we stand together as women to celebrate our achievements as women, for getting into the aspects where we as women we didn't get to before in the olden days, because formerly in occupations like doctors, lawyers, pilots, and astronauts, we women didn't used to get into that. So we have emancipated into those, and this is the time we celebrate our achievements as women. Thank you.